oui, la femme à notre époque. Mais d'abord, il faut penser à ce que c'est qu'une femme, c'est-à-dire revenir à l'élément de base. Et je crois que la première remarque qu'on ferait, c'est qu'une femme est un être humain. Que dans tout ce qui ne touche pas à l'ordre sexuel, ce qui est évidemment considérable comme domaine, mais enfin dans tout ce qui ne touche pas à cela, elle se comporte et agit à peu près de la même manière qu'un homme. Qu'en tout cas, physiologiquement, elle digère, son cerveau fonctionne, elle marche, elle se sert de ses mains pour entrer en contact avec les choses et pour travailler, se sert de ses pieds pour marcher. Et l'ensemble de l'organisation, en somme, est tout simplement d'abord une organisation humaine. Ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, que quand on pense aux femmes, on pense trop souvent à elles de deux manières. Ou bien on pense du point de vue de l'homme, qui dit, tiens, ce sont des femmes. Et alors, en quelque sorte, créer un groupe à part. Ou bien on pense à la réaction des femmes qui réagissent contre les hommes et se sentent femmes en opposition aux hommes. Quand on laisse tomber ces deux points de vue, on s'aperçoit qu'une dame qui achète un journal téléphone parce qu'elle elle voudrait trouver le plombier parce que les installations ont besoin de réparation, signe un chèque pour payer les dépenses du mois, etc., se comporte en somme exactement comme un homme le ferait dans les mêmes circonstances. Elle est prisonnière des circonstances sociales de la même manière. Et en ce moment-là, je m'étonnerais beaucoup qu'elle se sente particulièrement femme. Il m'arrive très souvent, quand j'ai des femmes qui m'interviewent, de leur dire combien de fois par jour vous sentez-vous femme, vous éprouvez-vous comme femme. C'est beaucoup moins fréquent qu'on ne croit. Oui, bien sûr, quand on va s'acheter une robe, au lieu de s'acheter des pantalons, et encore, nous portons tout autant de pantalons que de robes, ou quand on va s'acheter des souliers et qu'on passe au rayon des souliers pour dames et pas des souliers pour hommes, ou pour être presque dangereusement familière, lorsqu'on descend dans les sous-sols d'un restaurant et qu'on regarde une porte sur laquelle on n'a pas l'image d'une jolie dame, au lieu d'avoir l'image d'un monsieur, à ces moments-là, évidemment, automatiquement et de façon routine, enfin sans même réfléchir, on se sent femme. Dans les autres cas, on se sent femme dans beaucoup de grandes occasions de la vie, mais pas tout le temps. Et ça, je crois que c'est tout de même très important. Le côté être humain dans les deux cas. De plus, il y a le fait que certaines femmes, tout le temps, ou bien à certaines époques de leur vie, sont beaucoup plus femmes que d'autres, sont 100% femmes, ça n'est pas tellement courant. Et que d'autres femmes le sont beaucoup moins, enfin, ont beaucoup plus d'éléments masculins, et que d'autres sont peut-être 50% féminines et 50% masculines, et qu'il y a même, ce que je trouve d'ailleurs assez rare, quelques femmes qui sont de ce qu'on appelle un type masculin. Ça c'est encore très fort à débattre, par qu'est-ce que c'est qu'un type masculin? On trouverait les mêmes variations. Et on oublie trop, par exemple, qu'on parle toujours de la condition des femmes dans le passé, on dit qu'elles étaient désavantagées par les lois, ce qui est excessivement vrai. Par exemple, il a paru tout récemment en France un livre qui s'appelle Gabriel Perrault, Femme adultère, par un certain avocat nommé Darmon, Monsieur Darmon, et qui raconte dans le plus grand détail il a trouvé tout ça dans les archives de la Bibliothèque nationale, n'est-ce pas, l'histoire d'une femme du XVIIe siècle qui a presque passé sa vie en prison parce que son mari prenait à la lettre la loi qui permettait de faire arrêter sa femme lorsqu'elle était infidèle ou de la faire ramener à la maison par les gendarmes. Chose qu'on a lue, je ne sais pas si on le lit encore, mais on l'a lu jusqu'à ces dernières années dans les formules du mariage français à la mairie. Le mari a le droit de faire ramener sa femme par la police si elle quitte le domicile conjugal. En réalité, je me demande combien de maris l'ont fait. Et ce serait rendu fort ridicule d'abord dans la plupart des cas. Et je crois que c'est une des choses qui a été plutôt sur papier que dans la réalité. Mais enfin, admettons tout de même que les femmes ont eu un certain désavantage légal là, pendant des siècles. Par exemple, au point de vue de pouvoir faire elles-mêmes leur testament,
régir elles-mêmes leur monnaie, leur argent et tout ça. Mais ça, c'est vrai de nouveau sur papier. Quand on regarde, par exemple, les femmes de la petite bourgeoisie qui dirigent une boutique, on s'aperçoit très souvent que le mari a l'air du garçon livreur et que c'est madame assise au comptoir qui prend toutes les décisions. Et nous nous amusions, un ami et moi, hier soir, en prenant les ménages de ce village, de nous demander ceux où c'était la femme qui régnait et ceux où c'était le mari qui régnait. Nous y avons trouvé plus de femmes qui régnaient finalement. Et donc, il y a là une grande différence qu'on ne veut pas assez voir entre les mœurs et ce qui se passe enfin du point de vue légal. On oublie toujours ça. On oublie toujours que les femmes du XVIIe, du XVIe siècle, c'est vrai, n'étaient pas ministres d'État ou présidentes comme en Israël ou aux Indes, mais d'autre part qu'elles jouent un rôle formidable dans la politique, qu'elles faisaient et défaisaient les ministres. Elle n'était pas académicienne, mais elle faisait et défaisait. Non, on ne peut pas défaire un académicien, mais elle faisait les académiciens. Et quand je suis entrée moi-même à l'académie, j'étais la première femme, il faut bien qu'il y en ait eu une première. J'ai tâché de consoler ces messieurs en leur disant qu'ils n'étaient pas tellement rétrogrades, que simplement ils suivaient les coutumes du temps, qu'autrefois les femmes étaient beaucoup plus que maintenant mises sur un piédestal, et qu'on les plaçait si haut qu'on n'avait même pas eu l'idée de leur offrir un fauteuil. Et je crois que c'est à peu près vrai. Ça ne prouve pas du tout que ces gens-là méprisaient les femmes plus que nous le faisons ou que les hommes le font aujourd'hui quand ils le font. Et ce qui m'inquiète dans le féminisme de nos jours, avec lequel je suis tout à fait d'accord quand il s'agit d'égalité des salaires, bien sûr à mérite égal, bien sûr, et quand il s'agit de la liberté de la femme dans tout ce qui concerne ses fonctions féminines, comme par exemple limitation des naissances sous toutes ses formes, etc., ça je suis tout à fait d'accord naturellement. Mais il y a tout de même un élément gênant, c'est l'élément de revendication contre l'homme, une tendance à se dresser contre l'homme en tant que femme, qui ne me paraît pas naturelle, qui ne me paraît pas nécessaire, et qui tente à établir des ghettos. Des ghettos, on en a déjà assez, on en a trop. Et alors, quand je vois les femmes établir des maisons d'édition rien que pour femmes, ou même des clubs rien que pour femmes, ou n'importe quoi, ou des restaurants rien que pour femmes, ou des boîtes de nuit comme il y en a maintenant à Paris et ailleurs, rien que pour femmes, j'ai rien contre. Mais je me dis que c'est de nouveau un ghetto. Qu'elles auraient été bien fâchées il y a 30 ans si on leur avait dit vous n'avez le droit que d'aller dans un restaurant pour dames, comme autrefois il y avait des compartiments dans les chemins de fer pour dames. Et qu'elles sont en train de recréer ça, ce qui est très malheureux. Et que rien ne se fera que par une compréhension, une sympathie et une collaboration plus grande des hommes et des femmes. Et je pense là-dessus ce que je pense sur le rapport de l'homme avec les espèces animales. Tout est sauvé par la sympathie, par la compréhension, par l'absence d'ignorance réciproque. Et je voudrais voir les femmes penser à une espèce de fraternité humaine au lieu de s'opposer d'un groupe à un autre. C'est ce qui m'empêche d'adhérer, enfin de signer mon nom sur les prospectus de la plupart des organisations féministes. Je n'aime pas les étiquettes. Et femme, en un sens, est une étiquette. Et je n'aime pas tout ce qui sépare et réduit les êtres à certaines attitudes. Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut. Seulement, il y a là une autre difficulté qui se pose à notre époque, c'est que, un petit peu comme toutes les minorités, un petit peu même comme les vieilles institutions lorsqu'elles se régénèrent, comme l'Église catholique avec l'œcuménisme, on lutte en faveur des libertés qui auraient été très utiles il y a 50 ans, peut-être plus que des libertés qui seraient utiles au moment présent. On comprend très bien qu'il y a une cinquantaine d'années, ou il y a 200 ans, à l'époque où les femmes étaient supposées être enfermées à l'intérieur de leur maison et ne rien faire que la cuisine, si elles n'avaient pas les moyens d'avoir une cuisinière, et surveiller la cuisinière si elles en avaient une, elles rêvaient d'autre chose. Et par exemple, comme dans Molière, enfin dans Les femmes savantes, le mari trouve que la femme ne doit s'occuper que de la cuisine et pas de lire des dictionnaires. Ça, évidemment, c'était extrêmement vexant, mais quoique en réalité encore, quand on voit les femmes de l'époque, on s'aperçoit qu'elles faisaient souvent tout autre chose. Mais enfin, de nos jours,
la situation n'est plus aussi dramatique que ça. Les femmes font davantage ce qu'elles veulent, même dans l'ordre de la vie ménagère, ou de s'y livrer ou de ne pas s'y livrer. Et ce qui s'est produit malheureusement, c'est que beaucoup de femmes se font de la vie masculine un idéal. C'est une drôle d'idée parce que je ne trouve pas la vie des hommes si idéale que ça. Mais rêvent d'être l'équivalent d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors ça, comme une idée de la libération, je veux dire que c'est une idée qui me laisse froide. Et l'idée de la carrière, l'idée du succès d'argent, du succès de domination, être un administrateur, enfin, qui organise et qui a des personnes d'une façon presque militaire, on pourrait presque dire, à son service, sous ses ordres, devient pour la femme, ça se voit très bien quand on lit certaines revues féministes, l'idéal du succès humain. À mon avis, c'est une défaite épouvantable dans les deux sexes. Si un homme n'a que ça à offrir, c'est bien triste. Et si une femme limite et rêve d'une carrière de ce genre-là, elle s'apercevra un jour quelconque de sa vie que c'était bien creux et qu'elle a raté pas mal de choses. Et alors là, on voudrait de nouveau voir s'établir un nouvel idéal humain, un idéal qui offrirait aux êtres, peut-être pas nécessairement plus de loisirs, des loisirs on n'en a jamais, mais enfin plus de liberté d'activité et de choix, moins d'emprisonnement dans le travail, devenu sacro-saint, devenu une forme hypocrite de l'esclavage, puisque les gens ne font plus que ça, en sont obsédés, et que lorsqu'ils le quittent, lorsqu'ils sont mis à la retraite, ne savent plus que faire, et meurent ou se mettent à jouer à des petits jeux inutiles. Et à la place de ça, on voudrait voir s'établir une espèce d'égalité humaine dans laquelle les êtres partageraient les tâches, les travaux, les plaisirs, tout simplement, en compagnon. Et jusqu'à présent, le féminisme 100%, n'a pas du tout mis l'accent sur cela. Alors, il y a autre chose. Il y a le fait qu'on est un petit peu sidéré. Quand on voit certaines revues féminines et on voit un article brûlant en première page, vous disant que la condition des femmes est atroce et qu'elle devrait s'élever à une condition égale à celle de l'homme, et surtout ceci et surtout cela, on tourne la page et on voit sur un magnifique papier glacé une image de cosmétiques, de soutien-gorge, de souliers à hauts talons et toute espèce de choses qui appartiennent au vieil arsenal de la femme objet. Ce qui fait que ces dames ont l'air de jouer à la fois sur les deux tableaux. Ou bien on est une femme qui vit absolument comme un homme, avec le sac au dos lorsqu'on fait des excursions et partageant le travail de la vaisselle avec son mari ou son ami ou son frère ou qui que ce soit. Ou bien on est une dame encore couverte de cosmétiques, de bijoux, et souvent achetée par un monsieur quelconque. Et les deux choses ne s'accordent pas. Et c'est excessivement fréquent qu'on voit encore le glissement, enfin, d'une attitude à l'autre chez un très grand nombre de femmes. Alors évidemment, je ne nie pas les torts de l'homme. Lorsque 4 hommes sont ensemble, il leur arrive beaucoup de dire du mal des femmes. Et lorsque 4 femmes sont ensemble, elles disent presque immanquablement du mal des hommes. Et dans les deux cas, on a l'impression que ce sont des formules purement abstraites, comme des formules algébriques. Qui sont ces hommes et qui sont ces femmes, il faudrait voir dans chaque cas. Et ça, c'est de nouveau un manque de sensibilité psychologique, de sensibilité humaine qui me gêne beaucoup. On nous assure que les hommes ne comprennent pas les femmes et vice-versa. Je ne vois aucune raison pour que ce soit vrai, étant donné qu'ils sont de part et d'autre des êtres humains. Mais je crois que là, de nouveau, comme dans le monde des animaux, certaines attitudes religieuses ou autres à empêcher l'homme de s'approcher librement, en quelque sorte, de l'animal, certaines attitudes de bienséance, de convenance, etc., ont empêché de voir à quel point les deux sexes pourraient fraterniser et se comprendre sans sans les routines ou les formules d'aujourd'hui. Et qu'il est très grand temps d'assouplir cela, et que d'ailleurs c'est en train de s'assouplir. Et par exemple, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que du rôle énorme de joué par la jalousie dans la littérature française. Dès qu'on a un roman d'amour,
ou une tragédie de Racine, où il y a deux personnages, un homme et une femme amoureux l'un de l'autre, au contraire, il y en a un qui l'est et l'autre qui ne l'est pas. On entend dire que mon rival, ma rivale, ton rival, notre rival, etc. Et il semble que l'idée de possession, l'hostilité contre toute liberté que pourrait avoir l'autre, joue un rôle, j'allais dire presque les trois quarts, dans la conception que la France s'est faite de l'amour. Ça me paraît misérable. Monterland disait « La jalousie est un sentiment de crémière ». Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi il attaquait particulièrement les crémières, mais j'aime les crémières, c'est très joli, dans leur boutique bien fraîche avec du beurre et du lait. Je dirais plutôt, dans le vieux sens du mot, un sentiment de midinette, enfin, un sentiment peut-être de petite dactylo pas très renseigné. Mais c'est certain que la notion de l'amour a été complètement ruinée par la question de prise de possession de part et d'autre, qu'est la jalousie. L'homme, n'est-ce pas, se croyant le maître et le possesseur, et la femme, d'autre part, se croyant très fortement en possession du mari qui doit d'abord s'occuper d'elle ou bien attention. Et dans les deux cas, je crois que si on avait été plus souple, on aurait sauvé la situation traditionnelle, peut-être même sans le développement immense du divorce. Le divorce était une manière d'échapper à cette situation-là, mais apportant lui aussi ses problèmes et ses drames, surtout avec les enfants, comme je le vois souvent se produire autour de moi. Mais cette espèce de compréhension fraternelle, en quelque sorte, qu'on souhaite entre les hommes et les femmes, est restée, même à notre époque, très rare. Le malheur dans cette situation-là, c'est qu'on a créé des blocages qu'il est en quelque sorte excessivement difficile de débloquer maintenant. Et que par exemple la femme, en se faisant cette idée artificielle en quelque sorte de l'homme, comme le maître, qu'il n'est pas toujours, comme le chef, comme l'homme qui gagne de l'argent, comme l'homme qui réussit, qu'il est loin d'être toujours, et en se donnant cette image comme idéale, c'est terriblement éloigné de l'ordre des choses. Et a par exemple perdu le sentiment, que, tandis que certains hommes sont en train de le gagner, au contraire, car tout n'est jamais perdu, du charme et de l'importance, par exemple, de la vie, je ne dirais pas domestique, quoique c'est un bien beau mot, domestique, qui veut dire après tout maison, domus, la maison. Mais enfin, faire la cuisine, mettre en ordre les choses autour de soi, s'arranger pour que le très petit domaine qu'on a, quand ce ne serait qu'un appartement de 2 pièces, ou bien si c'est une maison en la campagne qui en a 40, soit un peu plus agréable à vivre, un peu plus ordonné, un peu plus facile que ceux du voisin, enfin, se servir de ce genre de travaux pour embellir le monde sur le petit coin où l'on est, c'est très très considérable. Et quant à la cuisine, comme l'ont dit souvent les psychanalystes, c'est une forme d'amour. Nourrir les gens, c'est la manière de leur prouver qu'on les aime. Comme exactement quand les animaux dispensent la pâtée à un petit oiseau. Et nous oublions ça, nous oublions le côté sacré de cette chose-là. Et quand, à notre époque, ce sentiment existe, il existe peut-être plus souvent, c'est les hommes qui tout d'un coup se mettent à faire la vaisselle ou à faire la cuisine, tandis que la femme s'en va au bureau. C'est eux qui tout d'un coup héritent de ces grands sentiments humains. Eh bien, j'aimerais mieux qu'il reste encore, je ne dis pas le privilège des femmes, mais que les femmes ne se sentent pas diminuées en jouant ce rôle féminin pour lequel, enfin, elles sont parfaitement adaptées. Et la même chose dans l'ordre des enfants, je crois que les psychologues maintenant viennent tous nous dire un peu tard, parce qu'ils nous ont dit le contraire pendant 30 ans, qu'un enfant pouvait très bien vivre et très bien être élevé sans un père, ou très bien vivre, très bien être élevé sans une mère, que ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de soin, de tendresse, etc. Et il ne faudrait pas que ces sentiments de soin, de tendresse, se perdent en faveur d'une carrière. Les femmes sont toutes, bien entendu, comme les hommes, terriblement individuelles. Par conséquent, on a très peur de donner une opinion généralisée, on est toujours dans le faux, et on a très peur aussi, je ne dirais pas de se donner en exemple, on n'est pas fier au point de se donner un exemple, mais enfin de citer un cas vous concernant, parce qu'il ne concerne peut-être pas au même point d'autres personnes. Dans mon cas, évidemment, je ne suis pas du tout compétitive, je n'ai jamais eu le goût de la réussite, elle m'est comme tombée dessus. Je n'ai jamais eu le goût de gagner de l'argent quand j'en avais pas, bien j'en avais pas.
Et quand j'en avais, c'est très bien, on va le dépenser. Mais c'est tout ce que j'ai pensé à ce sujet. Et il y a une époque où je me suis trouvée ici pendant la guerre, alors absolument sans dessous, et où j'avais un travail. Pour la première fois de ma vie, j'avais un travail rémunéré, enfin fixe, où j'allais 3 fois par semaine dans un collège, enseigner tant bien que mal la littérature française. Et j'ai, comme quelqu'un vient de me le rappeler ici, j'ai beaucoup appris, en ce sens que j'ai beaucoup appris sur la psychologie des auditeurs, des élèves, sur l'ignorance où se trouve en général l'homme ou la femme soi-disant intellectuel, qui croit qu'il se sent placé sur un niveau qui lui paraît solide. Il n'est pas solide du tout, parce qu'en réalité, la plupart des gens sont plus haut ou plus bas que lui. Et il apprend, en enseignant, cette extraordinaire variété des niveaux qu'il ne reconnaissait pas autrefois. Ça, à ce point de vue-là, ça m'a été utile. Mais sans cela, je me souviens très bien que pendant ça a duré tout de même 7 ou 8 ans, cette histoire-là. Et pendant ces 7 ou 8 ans, un ami est venu me voir de Paris et m'a dit, mais quoi, vous ne travaillez plus? Qu'est-ce que vous faites? Et travailler, ça voulait dire le travail littéraire. Vous avez écrit 2, 3 livres qui sont bons, pourquoi est-ce que vous ne continuez pas? Alors j'ai fait un cercle sur le papier, sur la serviette en papier, puisqu'on était à table à un restaurant, et je lui dis, voilà le succès littéraire, enfin, ça représente une espèce de quartier de tarte, un triangle grand comme ça, dans le reste de mes préoccupations. Et c'est ce que je pensais au moment où vraiment je n'arrivais pas à travailler parce que je n'avais plus d'éditeur, parce que l'argent ne passait plus, parce que rien. Et vous voyez que ça, à ce moment-là, ça m'importait peu. Et maintenant, au contraire, c'est la réussite. Cette réussite vous fuit, enfin, à travers les doigts, ça vous échappe de tous les côtés. Et je retombe encore sur le fait que ce sont mes préoccupations à moi, ma propre vie, qui est en somme ce qui compte le plus. Et tant mieux si je peux l'exprimer dans mes œuvres, mais si au contraire je ne pouvais pas l'exprimer dans des œuvres, et je l'exprimerais en plantant des fougères dans un jardin, comme je viens de le faire, mais ce serait pas mal non plus. Alors évidemment, quand on a ces sentiments-là, c'est très difficile d'être féministe militant ou militant quoi que ce soit. Et maintenant, je comprends très bien, pour en revenir aux choses sérieuses, si l'on peut dire, que la femme du XIXe siècle, enfermée dans une famille très étroite, vous n'étiez plus même les immenses familles du Moyen-Âge, ou en Orient encore, où on connaît tant le monde, puisqu'on vit avec tous les cousins, toutes les grandes tantes, tout et tout, que ça finit par être une espèce d'immense communauté. Mais la famille européenne, telle qu'a été dans ces dernières 90 années, mettons, très étroite, le mari qu'on avait mis, je ne dirais pas sur un piédestal, mais un tout petit peu plus haut, et le sentiment que la femme était bloquée dans un appartement de 3 pièces ou dans une maison de 5 pièces et n'avait rien d'autre à faire qu'une routine s'établissait. C'est toujours très mauvais, les routines. Alors on comprend très bien qu'elle ait voulu sortir. Par exemple, la femme dont je parlais tout à l'heure, je pense à une de mes voisines, qui n'a pas la santé qu'il faudrait pour travailler là où elle travaille. Elle est téléphoniste dans un hôpital. Et le mari, lui, travaille au jardin toute la journée, c'est un jardinier, et fait la cuisine. Le dîner est prêt quand la dame revient exténuée. C'est un cas d'ordre économique. Elle a peur que si elle abandonne son travail, lui-même aurait peut-être des ennuis, pourrait tomber malade et qu'il se trouverait sans rien. Donc c'est éminemment respectable. Mais d'autre part, je suis sûre aussi qu'elle jouit du fait que dans son bureau de téléphoniste, elle a des contacts avec les malades, avec les docteurs, avec les infirmières, avec les gens qui vont et viennent, et que chaque fois c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et il faudrait qu'il y ait toujours pour tout le monde des fenêtres ouvertes sur le monde. Mais ça il dépend énormément de nous de les trouver, et de les trouver même dans des domaines qui ne sont pas nécessairement rémunérateurs. Tâchez de connaître plus d'être, tâchez d'aimer plus d'être. Et là, alors de nouveau, on retombe aussi dans la question de la liberté sexuelle, etc. Évidemment, si une femme ne pouvait pas bouger sans être au bras de son mari, ça ne facilitait pas beaucoup les rapports humains. Mais du moment que les êtres se laissent aux uns aux autres une certaine liberté et se réjouissent de voir l'enrichissement que tous les deux gagnent à cette liberté, alors dans ce cas-là, ce sentiment d'écrasant enchaînement, emprisonnement diminue. Et il est très difficile en ce moment de savoir dans la condition féminine ce qui tient vraiment aux hormones féminins et ce qui tient vraiment à l'usage, à la vie sociale, à la vie conjugale, à la vie tout, enfin, telle que nous l'avons faite.
Il faudra peut-être plusieurs générations pour s'en rendre compte. Mais tout ce qui libérera dans le sens du bonheur de vivre et en même temps de l'intérêt envers les autres, de la capacité de comprendre les autres, alors tout va bien. Et alors même la question travail contre absence de travail, expression de soi contre expression de soi, la vérité, quand on est très heureux, on ne pense pas à s'exprimer soi-même. On me demande si je crois que les femmes ont quelque chose de spécial à apporter à notre civilisation ou à la civilisation qui s'élabore en ce moment et dont nous ne savons pas très bien à quoi elle ressemblera. Eh bien là, la question est très complexe parce que de nouveau, nous ne savons pas trop ce que c'est qu'une femme. Si on prend les caractéristiques féminines telles qu'ils ont été admirées, chantées, célébrées, même s'ils n'étaient pas toujours très réels dans la vie courante, eh bien oui, je crois que oui. Il faut tout de même se dire ceci, c'est qu'à cause de cette condition limitée, si vous voulez, inférieure, si vous voulez, j'allais presque dire par moments plus profonde, de la femme du passé, elle a tout de même été la créature qui mettait au monde les enfants. Elle a été la créature qui nettoyait, élevait, nourrissait, habillait les enfants, leur donnait leur première leçon d'humanité en quelque sorte. Elle a été la personne qui était le plus souvent une garde-malade, qui ensevelissait les morts, etc. Et par conséquent, elle a été beaucoup plus près des réalités de base que beaucoup d'hommes ne le sont. Et elle pourrait apporter ce sens profond des réalités physiques, des réalités charnelles, des réalités physiologiques, qui manquent tellement dans notre civilisation. Et alors là, il me semble que la femme pourrait jouer un très grand rôle en montrant l'importance et le sacré de tout cela. Et si la femme faisait ça, immédiatement, ça jouerait un certain rôle, même du point de vue du pacifisme, enfin du point de vue des libertés de droits civiques et tout ça, parce que nous comprendrions davantage le mécanisme de la vie et de la mort, dont la femme a été par la force des choses, la pauvre, tellement près, souvent, depuis des siècles.